Cet exposé, je vais parler de l'apparition du champ magnétique terrestre. Alors le champ magnétique terrestre, c'est important pour la planète puisque ce champ magnétique protège la Terre. Vous voyez la petite boule rouge qu'il y a sur la diapo, protège la Terre du vent solaire. Le vent solaire, c'est des particules qui arrivent du Soleil et qui pourraient induire énormément de cancers et de choses comme ça sur les êtres vivants. Donc il est fondamental pour le développement et le maintien de la vie sur la planète que celle-ci soit protégée du vent solaire. La question qui se pose, c'est quand et comment est apparu ce champ magnétique. À quoi est-il dû ? La Terre est formée d'une succession d'enveloppes. On a à l'extérieur le manteau qui est en vert sur cette diapositive, et puis le noyau. Le noyau contient deux parties, une partie interne qui est solide et une partie externe qui est liquide. Et cette partie externe liquide est animée de mouvements de convection, et ces mouvements de convection induisent la naissance du champ magnétique de la planète. On peut ramener la problématique liée au champ magnétique au problème de l'apparition du noyau de la Terre. Lors de la formation de la planète, elle s'est formée à partir d'un nuage protoplanétaire qui se trouvait donc autour du Soleil. Les petites particules qui formaient ce nuage se sont agglomérées pour donner des particules progressivement de plus en plus grosses, jusqu'à former ce qu'on appelait les planétésimaux. Et ces planétésimaux se sont choqués les uns les autres et ont donné naissance à la Terre. Si on regarde ces météorites, vous avez une météorite à gauche, une chondrite, qui est supposée être une des météorites qui ont formé la planète Terre. Et bien, si on regarde cette météorite, elle est constituée de particules de métal, que l'on voit en gris à droite, et de silicates, donc de minéraux, genre pyroxène, olivine, qui apparaissent en brun. Et ce que l'on voit et qui est important, c'est que le fer, le métal et les silicates sont distribués de façon homogène dans ces météorites. Lorsqu'on regarde la Terre aujourd'hui, eh bien, ça n'est plus du tout le cas. Le fer et les silicates sont séparés. La question qui se pose, c'est de savoir quand et comment s'est opérée cette séparation. La première étape importante, c'est de voir que lors de sa formation, la Terre s'est formée, comme je vous l'ai dit, par choc entre des planétésimaux, entre des objets, et il y a eu transformation de cette énergie cinétique en énergie thermique. C'est un petit peu comme lorsque vous applaudissez, vous transformez un mouvement en chaleur. Quand vous applaudissez, vos mains se réchauffent et vous transformez de l'énergie cinétique en énergie thermique. Eh bien, c'est pareil pour la Terre, si ce n'est que les énergies mises en jeu étaient énormes, de telle sorte que les températures ont pu atteindre jusqu'à 4000 degrés. Donc la Terre, à ce moment-là, était fondue, elle était recouverte de ce qu'on appelle un océan magmatique qui faisait probablement quelques milliers de kilomètres de profondeur. Et donc, dans cet océan magmatique, on a retrouvé les petites particules des gouttes de fer et de silicates. Le métal, étant beaucoup plus dense que les silicates, a coulé au fond de l'océan magmatique. C'est ce que l'on voit sur cette diapositive. Simplement, les forces de gravité ont fait que les matériaux les plus denses sont venus se concentrer, se ségréguer au centre de la planète, formant ainsi le noyau de la Terre. Sur le mécanisme, on a une idée assez claire de la manière dont s'est opérée cette formation du noyau. Maintenant, quand s'est opérée cette ségrégation? Alors pour cela, on va rentrer un petit peu dans des détails de géochimie, et en particulier, on va utiliser un système qui est un système isotopique, qui prend en compte la désintégration du 182 hafnium pour donner du 182 tungstène. C'est un système très original, d'abord par le fait que l'hafnium est un élément que l'on dit lithophile, c'est-à-dire qu'il va aller dans les silicates. Et en revanche, le tungstène est un élément sidérophile, c'est un métal, il va aller avec le métal. Donc on a là deux éléments, l'hafnium qui est l'atome parent, qui va aller dans les silicates, mais qui va se désintégrer en tungstène, qui lui va aller avec le métal. Autre caractéristique de ce système, c'est que la demi-vie de l'hafnium est très courte, elle est de 9 millions d'années. C'est-à-dire que en moins de 60 millions d'années, tout l'hafnium aura disparu. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est cette particularité que l'on va utiliser. Si on prend en compte un cas purement théorique où la ségrégation métal-silicate s'est opérée après 60 millions d'années. À partir de ce moment-là, tout l'hafnium est transformé en tungstène. Et donc, tout le tungstène va se retrouver dans le noyau. Il n'y aura pas de 182 tungstène dans les silicates.
Prenons maintenant un autre exemple. Si la différenciation s'est opérée avant 60 millions d'années, à ce moment-là, une partie seulement de l'hafnium est transformée en tungstène. Donc le tungstène va aller dans le métal, mais l'hafnium qui reste, lui, il va aller dans les silicates. Et ça n'est qu'après être incorporé dans les silicates qu'il va se transformer en tungstène. Et donc, pour essayer de résumer ça de façon un peu plus claire, si l'on trouve du tungstène 182 dans les silicates, ça veut dire que la différenciation métal-silicate s'est opérée avant 60 millions d'années. Alors vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est que c'est effectivement le cas, et on s'aperçoit que la différenciation entre le métal et les silicates a eu lieu avant 60 millions d'années. Donc c'est un phénomène qui est très précoce dans l'histoire de la planète. 60 millions d'années après le début de l'histoire de la planète, on avait déjà séparé le noyau et le manteau. On peut aussi essayer de regarder d'autres diagrammes un petit peu plus compliqués, donc je vais essayer de la faire simple. On a là un diagramme qui reporte un rapport isotopique du tungstène en fonction du temps. Et ce qui apparaît, donc je vous fais grâce de toutes les équations qui amènent à tracer ces courbes, il apparaît que si on prend les caractéristiques de la planète Terre, eh bien, on s'aperçoit que la différenciation entre le noyau et le manteau aurait eu lieu aux alentours de 30 millions d'années, donc bien avant 60 millions d'années. Et encore une fois, ça nous indique que la séparation noyau-manteau a eu lieu très tôt dans l'histoire de la planète. On avait donc de quoi fabriquer un champ magnétique très tôt, dès 30 millions d'années. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce champ magnétique s'est formé tout de suite ou est-ce qu'il y a eu un temps de latence entre la fabrication du noyau et l'apparition du champ magnétique? Alors c'est très dur de répondre à cette question. Je vous ai mis là un diagramme qui reporte l'intensité du champ magnétique en fonction du temps. Et vous voyez qu'on a des traces de champ magnétique jusqu'à 4,2 milliards d'années. Et on est là à une limite du système parce qu'on a vu, et vous savez qu'on n'a pas de roches qui ont plus de 4 milliards d'années. On a quelques cristaux de zircon, qui ont un âge qui va jusqu'à 4,4 milliards d'années, mais des traces de champ magnétique, on en a découvert que à ce jour, que jusqu'à 4,2 milliards d'années. Quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très tôt dans l'histoire de la Terre, on a eu formation du noyau, et aussi, probablement assez tôt, dans la foulée, on a eu formation et apparition du champ magnétique. C'est quelque chose qui est fondamental, puisque ce champ magnétique a protégé la Terre du vent solaire, et donc a permis le développement probablement de la chimie prébiotique, mais aussi l'apparition de la vie et le développement des êtres vivants.